sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Non, moi non. Non, non, il est pas. Je vais enlever ton micro, peut-être Thierry. La poche, entre des gens. Bon, là, je vais faire comme ça. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur GITV, l'émission pour vivre l'implantologie en direct le lundi soir, votre rendez-vous incontournable. Ça y est, c'est reparti, la rentrée, on est en pleine forme, on a eu de très belles vacances, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et je suis très heureux de démarrer cette nouvelle année scolaire avec notre ami à tous, Thierry Brinca. Salut Thierry. Salut Antoine. Ça va, t'es en forme? Très bien, ça va très bien. Bon. Tout va bien. Okay. Content de venir te voir. Bah écoute, le plaisir est réciproque. De venir vous voir. Et voilà, et bonjour à tous, vous tous qui nous suivez sur le chat Génération Implant, sur le chat de GITV. Vous pouvez poser vos questions à Thierry. On va dire bonsoir à Klaus, à Mata, à Gérard. Et puis sans doute bonsoir aussi à de nombreux praticiens de la Réunion, puisqu'on a été faire un cours tous les deux il y a peu de temps. Moi, c'était le week-end dernier, toi, il y a quelques semaines. On a trouvé des praticiens hyper intéressés par l'implantologie et surtout très sympathiques. Ah, vraiment. très, très sympathique. Voilà, donc il est Superbe. possible qu'on y retourne. On va y retourner. Hein, et on remercie Estelle Oui. d'avoir organisé ça. Bravo, Elle a vraiment assuré Superbe. pour organiser cette formation. Thématique très intéressante ce soir, je vais te laisser la présenter Thierry, mais c'est l'extraction, implantation immédiate avec mise en esthétique. Alors, avant que Thierry ne commence, laissez-moi vous le présenter. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression que tout le monde te connaît, mais quand même, sait-on jamais. Thierry Brinca, implantologue et exclusif à Toulon. Il réalise et il fait de l'implantologie depuis maintenant plus de 20 ans. Et ce qui va vous bluffer et vous intéresser dans cette présentation, vous allez retrouver deux choses très bien, très intéressantes. Un, des références bibliographiques et un discours très construit et très argumenté. Et deux, des cas cliniques avec énormément de recul et notamment des cas avec plus de 10 ans de recul sur de l'extraction, implantation immédiate, mise en esthétique immédiate. Voilà, merci Thierry déjà pour tout ce que tu vas nous apporter dans cette émission. Bon, c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur parce que, tu le sais Antoine, ça fait un moment qu'on travaille là-dessus. Antoine travaille aussi beaucoup au sujet de cette technique chirurgicale et prothétique. Bon, quoi dire sur l'extraction implantation immédiate? Eh bien, tout simplement que, comment vous expliquer? Il y a plusieurs termes qui sont déjà dits au niveau de cette technique-là. On parle d'extraction, implantation, temporisation, mise en situation esthétique ou mise en charge précoce non fonctionnelle. Bon, il faut savoir une chose, c'est très important, c'est de savoir depuis que la publication de Schultz dans les années 1976, les techniques d'extraction et implantation immédiate sont devenues d'un commun au niveau de nos cabinets. Ils sont énormément pratiqués et c'est vrai que les taux de réussite sont assez intéressants puisqu'elles avoisinent de 93 et selon certaines études cliniques et au niveau de la littérature, jusqu'à 100%. C'est vrai que c'est une technique qui est fiable. La technique de mise en situation esthétique suite à une extraction et une implantation immédiate, c'est un protocole qui a été décrit dans les années 2000 par Erickson. Et c'est une solution qui nous permet, après l'extraction et mettre un implant, de mettre en place un provisoire. Et ce provisoire va être en totale inocclusion. Donc c'est très intéressant parce que ça facilite quand même à la fois la chirurgie et ça simplifie le protocole prothétique. Alors, est-ce que cette technique, et ça c'est très important de savoir, est-ce qu'elle a un intérêt? Et quel est cet intérêt qu'elle a lorsqu'on fait extraction, implantation immédiate et mise en situation esthétique? Est-ce qu'on va conserver de l'os? Est-ce qu'on va conserver les tissus mous? Aujourd'hui, ce que j'aimerais voir ce soir, c'est vous faire passer le message d'une part que c'est vrai que c'est une technique qui est super intéressante lorsqu'elle a des indications bien posées. Mais on ne peut pas l'utiliser tout le temps. Donc moi, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner un cahier des charges à ce niveau-là pour savoir quand est-ce qu'on peut utiliser cette technique après une extraction et particulièrement les dentations unitaires. Alors, les dents en antérieur, c'est un vrai challenge esthétique, on le sait Antoine, hein, c'est assez important. Et il faut savoir une chose, c'est que on va être, malgré toutes les règles qu'on peut codifier au niveau de l'esthétique, on va se trouver dans une situation, quelle est la solution thérapeutique qu'on va avoir? Les dents elles vont avoir une fonction qui est basée à la fois
sur l'ostéo-intégration, qui est liée à l'ostéo-intégration et qui est basée sur le guide antérieur, et puis l'esthétique qui est basée sur le maintien des tissus mous, l'alignement des collets, la présence des papilles. Alors, est-ce qu'il existe une solution thérapeutique? Ben non, il en existe des multiples. Et on va insister sur quelque chose qui est très important, c'est qu'avant de faire une extraction-implantation avec ou mise en situation esthétique, il est nécessaire de faire une analyse préimplantaire parfaitement rigoureuse. Quand je te parle d'analyse préimplantaire, c'est les études de l'examen clinique en premier lieu, l'étude radiographique, une simple radio rétroalvéolaire qui peut nous donner l'indication d'une extraction-implantation immédiate avec ou mise en situation esthétique. Et bien entendu, l'étude, aujourd'hui, on a à notre disposition des 3D, des cone-beam ou des dentascans qui nous permettent de valider cette technique-là. Alors, c'est complexe, c'est un véritable challenge, c'est délicat, la zone esthétique, hein, la zone antérieure dans le secteur antérieur maxillaire. Et on a beaucoup de paramètres. Parmi ces paramètres, on va les citer. D'abord, le nombre de dents remplacées. La présence des pics osseux interproximaux qui supportent naturellement les papilles, et ça, une simple radio rétroalvéolaire va nous permettre de savoir si on va avoir un support naturel des papilles grâce aux pics osseux mésio-distales. Les biotypes le type de biotype qu'on peut avoir, le biotype parodontal, est-ce qu'il est fin, il est épais, les caractéristiques des dents à remplacer, la teinte et la forme, la ligne du sourire du patient et le niveau d'exigence esthétique du patient. Indépendamment de ces paramètres, on a aussi les caractéristiques anatomiques propres du secteur antérieur, en particulier les caractéristiques anatomiques du maxillaire supérieur. Et on s'aperçoit qu'au niveau du maxillaire supérieur, dans le secteur antérieur, il y a une corticale vestibulaire qui existe. Elle est particulièrement fine en post-extraction. On a 0,8 mm selon Yunbar en post-extractionnel. Ensuite, elle est constituée d'os fasciculés. Et suite à l'avulsion de la dent, on va se retrouver avec une résorption d'os dans le sens antéro-postérieur, beaucoup moins verticale, mais aussi un effondrement de l'ensemble des tissus. Cette photo, elle est parlante. Enfin, je ne sais pas si Antoine, elle est super belle. Elle est parlante parce qu'on se retrouve dans un véritable challenge esthétique. On a 2 dents remplacées, 2 incisives centrales, une 11, une 21. On est dans une implantation au niveau de la 11 totalement retardée suite à une expulsion d'une dent, suite à un accident sur cette jeune fille. Et on a une extraction implantation immédiate. Et là, on va se retrouver dans un véritable challenge déjà osseux, gingival. Et voilà, et pour moi, c'est très parlant pour dire voilà les situations qu'on peut se rencontrer. Et on va pouvoir peut-être esthétiquement régler ce problème à cette jeune fille, mais sachez que ça va être parfaitement délicat. On peut prendre 2 secondes, Thierry, bien sûr. sans trop tarder dans ta présentation. Alors, on voit, si j'ai bien compris, pour la 11, le site est déjà cicatrisé, donc on voit qu'on a la résorption post-extractionnelle. Ouais. Hein, on voit qu'on a perdu un peu de table osseuse. Complètement. Et puis, 2 mots aussi, c'est sur, si on peut remettre l'image à l'écran, voilà, super. Les papilles dans tes incisions, moi j'aurais qu'on parle 2 secondes de tes incisions, parce que tu as maintenu les papilles de part et d'autre. Alors, 2 solutions, soit tu les maintiens, Antoine, soit tu les prends entièrement. Ouais. Voilà, ça c'est le principe. Par contre, il faut essayer d'éviter de les sélectionner au mauvais endroit. Donc, on prend ou on ne prend pas. C'est un choix à faire. Moi, je suis vraiment très très fan et tu sais que c'est un peu mon cheval de bataille. Bien sûr, même si tu vas me montrer de très beaux cas où on décolle les papilles, mais plutôt quand même faire ce type d'incision, conserver ou alors des lambeaux de préservation papillaire à la base. Mais enfin, en tous les cas, je suis tout à fait d'accord. Enfin, d'accord, je ne vais pas être d'accord, mais je comprends le lambeau. Et après, une question, il y a des praticiens, Yuli Grunder, qui ne poseraient qu'un seul implant. Complètement. En 21. Complètement. Et peut-être que je le rejoindrai entièrement à l'heure actuelle. On en reparlera. Ah, si tu veux, on peut en parler. Mais si tu veux en toucher 2 mots? Ouais, 2 mots. Aujourd'hui, on s'est aperçu que 2 implants pour remplacer 2 incisives centrales, pour une question d'espace biologique, en fin de compte, c'est la distance interimplantaire qu'on va avoir. Il nous faudrait une distance interimplantaire entre les 2 implants de 3 mm, en tenant compte du pédicule nasopalatin, et de 2 mm par rapport au bord mésial des dents adjacentes. Ouais. Ce qui fait que soit on va réduire nos implants, hein, Antoine, et on va donner les distances, soit la meilleure solution, et aujourd'hui je la généralise en particulier pour l'emplacement des incisives mandibulaires, je ne mets plus qu'un seul implant pour faire 2 dents. Voilà. Alors, oui, et puis vraiment cette papille interincisive, complètement, très difficile à gérer. Avec 2 implants. Elle est presque même, on ne veut pas dire ingérable, mais vraiment très très délicate. En fin de compte, on triche pour avoir une papille entre les 2. Voilà, petite aparté intéressant. Sans souci. Alors, quelles sont nos options thérapeutiques donc, pour limiter en fin de compte ce remodelage osseux? Alors, plusieurs options préventives ont été proposées. D'abord, la première option, c'est de placer l'implant de manière précoce avec des techniques d'extraction, implantation immédiate avec ou mise en situation esthétique, ou des techniques d'implantation différée à 4 à 8 semaines. Donc on va attendre la 8e semaine avant de poser notre implant pour éviter une résorption trop importante.
La deuxième solution, c'est des techniques de préservation tissulaire. Et dans cette technique-là, il est bien évident que les techniques d'extraction et implantation immédiate avec ou mise en situation esthétique sont contre-indiquées. C'est de préserver le volume tissulaire au moment de l'extraction. Alors, il y a 2 sous-groupes dans ce groupe-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pense qu'Antoine, ce serait intéressant qu'un jour tu nous montres un petit peu les techniques pour viser l'effondrement des tissus mous et aussi de favoriser la régénération osseuse. Je sais que c'est un petit peu ton dada aussi. Et que c'est vrai que c'est très intéressant de reconstruire les tissus mous, de reconstruire l'os avant de positionner nos implants. On verra un cas d'ailleurs en finalité. Alors, on l'a dit en introduction, début des années 2000, cette technique-là, suite à l'extraction de la dent, on pose un implant, on va utiliser cet implant pour des raisons prothétiques, on va mettre en place un provisoire en inocclusion. Là, on a une revue de littérature, on va un petit peu la détailler, cette revue de littérature. Je vais m'arrêter sur 2 revues de littérature, qui va être celle de Paolo Malo et celle de Ingeborg, que je pense qui est très intéressante, pour savoir si vraiment cette technique-là nous maintient le tissu osseux, ou plutôt nous maintient les tissus mous. Alors, quelques définitions. Alors, Antoun, 2000, Davarpana, Martinez en 2002. Chez le patient partiellement édenté, la temporisation entraîne une mise en fonction immédiate. On est dans les années 2000, on est dans le début de la temporisation immédiate. Et c'est vrai que pour ces praticiens, ils débutent, et ils étudient cette technique chirurgicale et prothétique. Pour Chiche, le ou les implants ont une charge mécanique indirecte grâce à une prothèse fixe, transitoire, immédiate, en inocclusion. On parle bien d'inocclusion et non pas de sous-occlusion, parce que pour moi, la sous-occlusion, c'est une occlusion, déjà. Bien sûr. Donc c'est vraiment une inocclusion totale de cette prothèse provisoire. Il nomme prothèse immédiate, transitoire, non fonctionnelle. Ensuite, Tardieu, Park, Saodoun en 2002, on est toujours dans les débuts des années 2000, ils nous disent tout simplement que les implants subissent l'action mécanique des forces musculaires lors de la phonation et de la mastication. Mais en aucun cas, en gros, si vous voulez, il y a une totale inocclusion. Alors, ils disent aussi que cette mise en temporisation immédiate peut être réalisée dans un site osseux cicatrisé ou consécutivement à une technique d'extraction-implantation immédiate. Alors, première revue de littérature, c'est celle de Paolo Malo, qui est de 2000. Bon, il y avait une revue de littérature que je n'ai pas mise, c'est celle d'Erickson. Dès les années 2000, il étudie 14 cas, il a tellement d'échecs qu'il renonce à cette technique chirurgicale. Puis ensuite, Paolo Malo, il prend 49 patients, il a 94 implants, il a 54 provisoires fixes, 36 au maxillaire, 18 à la mandibule, et il a 4 échecs. Donc, et il constate qu'il y a 90 implants qui restent stables, à la fois du point de vue osseux et du point de vue muqueux. Alors, il déduit, on est dans les années 2000, que le taux de survie cumulatif, qui est dans de 96%, il est à 1 ou 2 ans, indique que la mise en fonction immédiate des implants Brandmark utilisés peut représenter un concept viable. Donc cette étude, c'est vraiment va nous permettre de commencer ces techniques chirurgicales et prothétiques. Moi, je l'ai commencé en 2004, on verra des cas à 10 ans et le résultat esthétique qu'on peut avoir à la 10e année. Alors cette étude, elle est super importante, elle est de 2007, donc on est 7 ans après le début de cette temporisation immédiate. Alors c'est une étude rétrospective, il fait un examen de 12 à 30 mois après le remplacement des dents de l'état des tissus mous. Donc ils vont étudier l'état des tissus mous périimplantaires au niveau d'implants maxillaires antérieurs. Bon, ce sont des implants Astratec qui ont été mis en place et mis en charge par des couronnes provisoires immédiatement après les extractions des dents en inocclusion. Le résultat, bon, je vais simplifier un petit peu cette étude parce qu'elle est très intéressante. 4 implants chez 3 des 28 patients ont échoué au cours des 6 premières semaines. Généralement, quand on a un échec dans la technique de mise en situation esthétique consécutivement à une extraction-implantation immédiate, c'est avant la 6e semaine qu'on a un problème. Souvent la 3e, 4e. Exactement, c'est entre la 3e et la 6e semaine. Il constate aussi une perte osseuse marginale non significative, on a 0,33, 0,4 mm. Par contre, il comprend un maintien et une croissance de la papille. Donc ça, c'est super intéressant parce que très souvent, suite à des extractions et des poses d'implants, on a parfois des effondrements des tissus mous, mais là, il constate un maintien et la croissance de la papille. Il constate aussi qu'il n'y a aucune complication d'origine prothétique, ni de perte de pilier, ni de dévissage, ni de perte de vis de pilier, ni de dévissage. Conclusion. Et ça, sa conclusion était très intéressante parce qu'en fin de compte, c'est vraiment l'intérêt de la mise en situation esthétique dans la zone intérieure. Ce n'est pas tellement l'intérêt, je ne sais pas ce qu'en pensera Antoine, on pourra en discuter par la suite, de conserver notre tissu osseux. Bien sûr qu'on conserve notre tissu osseux, mais ce n'est pas le fondamental. Je pense que le fondamental de cette technique-là, c'est vraiment de conserver et de maintenir nos tissus mous présents. Alors le maintien de l'os crestal et l'augmentation des dimensions des tissus mous avec conservation des papilles périimplantaires sont des résultats attendus après la mise en charge par temporisation immédiate. La gestion des tissus périimplantaires permet d'envisager le remplacement implantaire des dents antérieures avec un résultat prévisible et esthétique. Donc en fin de quoi, l'implantation immédiate après extraction avec temporisation a pour objectif et
à mon avis, le principal objectif, il est essentiel, c'est de limiter les pertes tissulaires, et particulièrement les pertes tissulaires muqueuses. Bon, les intérêts, on va rapidement les voir, hein. Confort du patient, avantage psychologique, c'est vrai, on a une réponse immédiate à la demande esthétique du patient. Psychologiquement, c'est très intéressant. Temporisation plus confortable. Le taux de succès semblerait identique à la technique conventionnelle dans les implants enfouis. Par contre, il y a deux avantages qui sont à noter et à souligner. C'est la préservation de l'architecture, je dirais plutôt gingivale qu'osseuse, et la préservation des papilles, parce qu'on va gérer en un seul temps chirurgical l'ensemble des tissus, à la fois osseux et muqueux. Donc ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'ils font pour toi, Thierry, distinguo entre flapless, pas flapless sur de l'extraction-implantation? Alors, et toi-même, est-ce que tu... Alors, j'ai fait quelques cas de flapless dernièrement, donc c'est assez délicat pour un vieux routard. Parce que nous, on aime voir bien sûr l'architecture osseuse que l'on a. Mais on a fait quelques cas, on a traité 2 incisives latérales, j'ai traité une prémolaire en flapless. Ça a l'air très intéressant, mais je pense qu'il faut avoir le... C'est pas facile à faire. C'est pas facile à faire. C'est plus difficile à faire pour moi un flapless que faire une incision et de voir les tissus. Bien sûr, je comprends. Voilà. Mais bon, là, à l'occasion, je pourrais te les présenter. Ouais, avec plaisir. Pas un souci, hein. Mais je pense que l'indication du flapless, dans ces cas-là, peut être très intéressante. Je pense que ce qu'il faut surtout, c'est éviter de le faire sur des cas avec des infections. Complètement. Et parce qu'on ne peut pas aussi bien nettoyer quand on fait du flapless que quand on n'en fait pas. Là, complètement, tout à fait d'accord. Vraiment, l'indication du flapless, c'est qu'il n'y ait absolument pas de tissu de granulation, quoi. Alors, cette technique-là, elle est soumise à un cahier des charges. Alors, je vais vous décrire dans une première partie les principes chirurgicaux et après les principes prothétiques. Les principes chirurgicaux, c'est vraiment les principes chirurgicaux de l'extraction-implantation immédiate. Mais je suis bien obligé de vous en parler puisque c'est extraction-implantation immédiate et mise en situation esthétique. Bon, déjà un patient motivé, sans antécédent médical. Je vais aller un petit peu plus loin dans cette démarche du patient motivé. Un patient qui a compris la technique chirurgicale qu'on va faire et les difficultés inhérentes à cette technique. Parce que souvent, je m'aperçois que lorsqu'on fait des techniques de temporisation immédiate, le patient n'a peut-être pas compris le type de technique que l'on a, qui est délicate. Et on a des conseils post-opératoires à leur donner, en particulier ne pas mastiquer dessus. Et il faut que le patient ait bien compris cette technique-là. Sinon, il peut nous remettre en cause toute la thérapeutique. Deuxième chose, et ça c'est Lazzara en 89 qui nous dit, ben ça on va le voir sur une simple radio rétro-alvéolaire, et bien il faut qu'on ait un os apical en quantité suffisante pour permettre la stabilité primaire de l'implant. Et on est tous d'accord a priori d'avoir un minimum de 5 mm d'os apical à l'alvéole pour engager le filetage de l'implant sur au moins 3 mm pour stabiliser l'implant. Deuxième principe chirurgical du concept d'extraction, implantation immédiate et mise en situation esthétique, c'est la présence de la corticale osseuse vestibulaire. Alors, elle est fondamentale, elle va nous permettre de faire cette mise en situation esthétique. D'ailleurs, on a Marc Berth et Patrick Messica qui nous contre-indiquent totalement même la mise en place d'un implant en cas de perte osseuse de la corticale vestibulaire, surtout totale. Vous avez 2 cas cliniques sur la diapositive. En bas, il y a un cas à gauche, un cas à droite, remplacement d'une 22 et remplacement d'une 42, je crois. Et bien, vous avez sur la diapositive qui va être à gauche, ça va être un échec faramineux. Et de l'autre côté, ça va être une réussite totale. Donc, pour moi, c'est 50-50. Donc, c'est trop aléatoire. Donc, à partir du moment où j'ai perdu toute la corticale osseuse vestibulaire, je préfère soit faire une technique de ROG et de repousser mon intervention. Et ça, votre patient doit être au courant. Donc la présence de la corticale osseuse vestibulaire est très importante. Troisième principe chirurgical, c'est l'avulsion. L'avulsion doit être atraumatique. Il faut préserver en partie l'intégrité des parois alvéolaires, particulièrement de la paroi alvéolaire vestibulaire. Ça, c'est Abou et Messica dès les années 97, dans les techniques d'extraction-implantation immédiate, qui nous dit attention, les avulsions doivent être atraumatiques. Pour cela, il faut utiliser une instrumentation parfois spécifique, des périotomes, des sédesmotomes fins. Et puis on a à l'heure actuelle, je pense, Antoine pourra parler de la pisochirurgie, on a aujourd'hui un instrument qui est fabuleux, la pisochirurgie, qui nous permet de faire des extractions quand même totalement atraumatiques, hein, qui facilite vraiment notre travail. Attention quand même, bien irrigué. Complètement. Bien irrigué, la piso, on le dit à chaque fois, mais... Tout à fait. On a des échauffements du tissu osseux avec la pisochirurgie. Quatrième principe, eh ben, Antoine en parlait tout à l'heure dans le cas de flapless, hein, quand on a des pathologies, des tissus de granulation, des pathologies apicales ou périapicales. Tolman et Keller nous disent tout simplement qu'ils vont contre-indiquer l'implantation immédiate
avec ou mise en situation esthétique dans les cas d'infections chroniques telles que les lésions périapicales ou les parodontites avancées. Et puis vous avez Novaes en 2002 qui nous dit si vous faites un curetage minutieux de l'ensemble du site alvéolaire, de l'ensemble du tissu conjonctif, de l'ensemble du tissu de granulation, avec une antibiothérapie bien ciblée, et on peut faire des techniques d'extraction implantation immédiate, voire des mises en situation esthétique. Donc là, je crois que chacun doit réfléchir à un moment donné. On verra la radio que vous avez en haut sur cette diapositive, on verra le cas final. À la fin, on va voir qu'on ne fait pas une technique d'extraction implantation immédiate, on a plutôt tendance à faire des techniques de préservation tissulaire et des réaménagements osseux. On a un gros problème en technique d'extraction implantation immédiate. On verra comment on positionne l'implant d'ailleurs, c'est très intéressant. Et très souvent, l'implant est plutôt positionné en palatin. Et l'extraction implantation immédiate avec la mise en situation esthétique, obligatoirement, ça va créer un gap vestibulaire. C'est son positionnement de l'implant qui fait ça. Donc on a un diamètre de l'implant qui est souvent inférieur au diamètre de la dent. Et là, il faudra faire appel presque systématiquement, sauf si on arrive à circonscrire l'implant dans l'alvéole, à des techniques d'aménagement osseux. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On a vu l'extraction implantation immédiate. Bien obligé de vous donner les 4-5 gros principes chirurgicaux. Et maintenant, on va rentrer dans le principe chirurgical de la mise en situation esthétique. Quand est-ce qu'on va faire cette mise en situation esthétique? Alors, un des premiers principes, vous allez voir, dans le cahier des charges, il y a deux gros paramètres. Le premier paramètre, c'est la fixation primaire de l'implant. Il doit être obligatoire. Et cette fixation, on doit avoir a priori un couple de vissage entre 35 et 40 newtons qui va être, bien entendu, déterminé lors de la mise en place de l'implant, soit par l'intermédiaire d'un contre-angle, soit par l'intermédiaire d'une clé dynamométrique. Alors, ce n'est pas toujours évident, surtout qu'on est en technique d'extraction implantation immédiate, que très souvent l'ancrage va se faire purement apical, et que pour bloquer un implant, ce n'est pas facile pour le stabiliser primairement. Alors il y a deux solutions. Moi je dirais qu'il y a une troisième solution. On pourrait mettre le design de l'implant aussi. Bien sûr. Hein, je ne l'ai pas mis là parce que je ne veux pas rentrer dans le design de l'implant, je veux rentrer dans la technique chirurgicale pure. Et que la première solution, c'est de faire un fourrage terminal sous-dimensionné. C'est-à-dire qu'on ne va pas suivre le protocole pour mettre un implant, mais on va plutôt diminuer nos séquences de fourrage, avoir un fourrage terminal sous-dimensionné pour ancrer plus facilement un implant. Et puis la deuxième solution, et c'est une solution plus chirurgicale moi que je préfère, généralement je fais les deux en même temps, c'est de faire un fourrage apical supplémentaire de 2 à 5 mm, d'utiliser des implants plus longs pour pouvoir les stabiliser. Hein, et on pourrait rajouter, et Antoine serait d'accord avec moi, de ma numéro 3, le design de l'implant, on en est tout à fait d'accord à l'heure actuelle. Et puis numéro 4 aussi, peut-être aller chercher un ancrage cortical. Complètement. Au niveau des fosses nasales. Complètement. Parfois on a des confrères qui débutent en implantologie, qui n'osent pas trop le faire. Oui. Et on sait depuis 84, Brenmark, qu'on peut mettre des implants dans les fosses nasales. Alors voilà, il n'y a pas de problème, à condition que le sinus soit sain, si vous le faites au niveau d'une prémolaire par exemple, ou voilà, une fosse nasale, ça fonctionne bien. Sans problème. Allez chercher l'ancrage au niveau comme tu dis, une corticale sinusienne ou une corticale nasale, même si on fait une petite pénétration. Bien sûr. Hein, ce n'est pas l'implant qui va pénétrer, mais venir s'appuyer sur cette corticale va quand même bien augmenter la fixation primaire de l'implant. Donc ça, c'était le premier critère de la mise en situation esthétique. Ça veut dire que si on n'a pas 40 newtons, on ne va pas utiliser l'implant pour des raisons prothétiques. On va l'enfouir ou pas l'enfouir, faire une technique un temps, mais on ne va pas l'utiliser pour des raisons prothétiques. Hein, on l'utilisera qu'après la cicatrisation et l'ostéo-intégration de l'implant. Alors, on peut optimiser la stabilité primaire. Il est bien évident que quand on a une bonne quantité, une bonne qualité osseuse, quand on est en D1, D2, mais ce n'est pas le maxillaire supérieur, c'est souvent la mandibule, on peut ancrer plus facilement un implant et le stabiliser. Bon, cette quantité, cette densité osseuse, elle est déterminée soit par un 3D, par un cone beam, soit par un dentascan, mais très souvent, on va la déterminer au moment du fourrage de l'implant. Hein, et c'est elle qui va nous déterminer si on peut optimiser sa stabilité primaire. On peut, et ça c'est important, réaliser une technique chirurgicale précise, hein, ça c'est Rickson qui nous dit, d'utiliser des implants d'une longueur supérieure à 10 mm. Ça j'insiste, parce que on est surpris que des études, enfin, on rencontre des praticiens, on fait des formations avec des praticiens, et puis ils nous disent j'ai fait une mise en charge immédiate, j'ai fait une mise en fonction immédiate, mais j'ai eu un échec, et tu dis quel implant tu as utilisé, et puis souvent c'est des implants en dessous de 11 mm. Il faut qu'ils soient au-delà de 11 mm. Je ne sais pas si tu es d'accord, Antoine, 11, 13 ou 15. Puis il y a une question de Piroul qu'on peut prendre maintenant, c'est de dire, sa question c'est la suivante, quel design de l'implant? Tu vois, tu voulais pas en parler, mais, je voulais pas rentrer dans le détail. Mais on peut en toucher deux mots, c'est vrai que c'est un débat intéressant. On sait, on en parle souvent avec Antoine au téléphone, quand on se téléphone souvent quand même de temps en temps,
il y a des implants qui sont plus aptes à faire une mise en fonction immédiate, une temporisation immédiate, parce qu'on a des spires qui sont plus agressifs que des microfilettages. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de la type de spire. Hein. On peut donner deux choses quand même. C'est en macro-design, plutôt un implant conique qu'un implant cylindrique. Tout à fait. Voilà, donc le fait d'avoir un implant conique, voilà. De la même manière que cet implant conique, il n'ira pas à la mandibule dans un os très dense parce que bon nombre de confrères en perdent parce qu'ils vont trop torquer cet implant. Et puis, effectivement, plutôt un type vis à bois que vis à métal, donc plutôt macro que microfiletage, en sachant que, attention quand même aux contraintes trop importantes. Complètement. Aussi dans l'os. Parce qu'à vouloir faire de la mise en situation esthétique, on fait de la mise en situation d'échec. Hein, aussi. Bon, voilà, donc il faut bien juger le design de l'implant qu'on doit avoir. Non, moi, j'utilise beaucoup l'implant Stratec, Antoine aussi l'utilise. On n'a pas de souci particulièrement, mais c'est vrai que le design de l'implant est très important. D'ailleurs, on en parle tout de suite après, Antoine, en particulier de ces implants à large diamètre, plutôt coniques. On voit en bas sur la diapositive, selon Bernard et Belzer, et on doit avoir des implants avec un col plus large ou des coniques. On a là le Nobel Replace, on a le Freelite 2, et on a la Stratec avec le cône évasé qui nous permet au maxillaire supérieur vraiment de stabiliser l'implant. Les implants à surface rugueuse. Hein. Bon, alors, oui, parce que ça va améliorer l'ostéo-intégration pendant les 6 premières semaines, tout simplement. Mais ce n'est pas lui qui va nous faire une mise en situation esthétique particulièrement. Alors, on a vu le premier principe, c'est la stabilité primaire de l'implant. Il y a le deuxième principe chirurgical du concept d'extraction implantation immédiate, c'est vraiment, on l'a dit tout à l'heure, on pose nos implants selon le couloir prothétique. Souvent, l'implant arrive dans le cingulum de notre couronne, et ça nous crée obligatoirement des gaps vestibulaires. Et alors là, c'est un consensus qui a été fait par l'ensemble des praticiens, et Armand, en 2008, il nous dit tout simplement, voilà, il y a deux situations qui vont se présenter à nous. C'est discutable, hein. C'est tout à fait discutable, parce que certains praticiens peuvent faire de la mise en situation esthétique avec des gros gaps, hein, en faisant des comblements. Je suis tout à fait d'accord. Mais en général, voilà ce que nous, on va dire. La première situation, on a un hiatus qui est inférieur à 1,5 mm. Et bien là, on va tout simplement faire une rogue et une mise en situation esthétique, à condition d'avoir une bonne stabilité primaire. Et puis si on a la deuxième situation, un hiatus qui est plus important de 1,5 mm, et bien on va plutôt mettre un implant en technique enfouie ou non enfouie et l'utiliser après en deuxième intention pour des raisons prothétiques. Je ne sais pas si tu es d'accord, Antoine, mais c'est une solution. Il faut quand même donner un cadre de ces principes. Hein. Il y a des praticiens qui vont, par exemple, avec des hiatus supérieurs à 1,5 mm, faire un comblement osseux et faire une temporisation immédiate. Et ça marche très bien aussi. Non, moi, je suis bien obligé de vous donner quand même un cadre pour savoir quand est-ce qu'on fait cette mise en situation esthétique. Alors, ça veut dire tout simplement qu'on est obligé, eh bien, si on veut faire une mise en situation esthétique, c'est de réduire ce gap vestibulaire. Oui, alors ça va nous faire utiliser souvent parfois des implants plus larges que nos dents. Ça va nous faire utiliser des implants qui vont peut-être s'appuyer sur la corticale vestibulaire, qui vont créer des pressions secondaires. Et parfois, on n'a peut-être pas le résultat esthétique voulu. Donc je crois qu'aujourd'hui, on doit à la fois être... moi, je deviens de plus en plus calme. Non, toi, c'est vrai, je deviens de plus en plus calme. Je dis, voilà, j'ai une latérale, c'est tel diamètre d'implant que je veux. Ben, si je n'arrive pas à circonscrire mon implant, ben, je ne fais pas de temporisation immédiate obligatoirement. Mais la notion de dire, il y a un trop grand hiatus, il y a un trop grand gap, je ne mets pas en esthétique immédiate, enfin, je ne fais pas ma mise en esthétique, le fondement pour toi, c'est quoi? C'est parce que tu as eu des échecs si tu le... c'est la littérature qui C'est la littérature qui me dit ça, quand même. La littérature me dit ça. Par contre, j'ai des cas, hein, Antoine, tu m'en as montré, en mise en situation esthétique. Il y a Pascal Valentini aussi qui nous a montré des jolis cas, ou même avec des pertes osseuses vestibulaires, avec une ROG, avec un comblement, ça marche très bien. Mais comme je te dis, il faut bien que j'en ai un cadre de tout ça. Bien sûr. Antoine. Je ne peux pas dire... en sachant quand voilà, même, c'est la conclusion aussi de ta dernière diapo, c'est de dire attention quand même, parce que si vous utilisez des implants de trop gros diamètre, et c'est vrai que la tendance aujourd'hui, c'est quand même plutôt des implants de petit diamètre. Complètement. Pour avoir le retour. Des murs vestibulaires assez importants. Tout à fait. Ouais. Alors je suis d'accord avec toi, Antoine. C'est pour ça que je fais de moins en moins de mise en situation esthétique. Sauf quand tu me demandes de venir et que tu dois faire 3 vidéos. Voilà. Donc, mais voilà, en gros, on va calibrer un implant par rapport à la dent qu'on change. On ne va pas mettre un implant parce qu'on veut faire une mise en situation esthétique. Hein. On va avoir le mur vestibulaire à conserver. On sait que par exemple, qu'entre le bord de l'épaulement de l'implant et la partie externe de la corticale vestibulaire, il nous faut 2 mm. Il nous faut ensuite 2 mm sur les dents collatérales. Donc tout ça, on met un implant par rapport à ce qu'on... Bien sûr, par rapport au contexte. Au contexte.
Ok. Un petit rappel sur le microfiletage. Bon, ça peut être important pendant les 6 premières semaines de cicatrisation. À partir du moment où vous avez un microfiletage au niveau des implants, aujourd'hui, je pense que ça a été généralisé. Hein, on a tous des microfiletages autour de tous les implants actuels. Et bien, ça va d'une part stimuler l'os mécaniquement et ça va minimiser les pics osseux au niveau de la zone périimplantaire, de la zone marginale. C'est-à-dire que toutes les forces vont s'orienter plutôt au tiers moyen, au tiers apical de notre implant. Et même en mise en situation esthétique, alors qu'on n'a pas des contacts d'occlusion, eh ben, on peut avoir quand même la langue, la joue qui travaille. Et ben, pourquoi pas minimiser ces pics osseux de stress au niveau marginal. Bien sûr. Ça, c'est important. Voilà, on a vu les principes chirurgicaux. Il faut faire le ménage de tout ça et un petit peu se dire, voilà, j'ai essayé d'être un petit peu explicite sur les principes chirurgicaux. Donc, essayer de faire le ménage et faire attention quand même sur ces principes. On peut les déroger. Les principes prothétiques, bon, c'est bien évident, pas de parafonction. Faites attention aux patients qui font du bruxisme. Et aussi la pulsion linguale qu'on oublie énormément parce que des patients qui ont une pulsion linguale sur une incisive centrale maxillaire peuvent remettre en cause toute l'ostéo-intégration de l'implant. Stabilité d'occlusion, ça c'est important. Et aussi, quand on remplace les dents dans le secteur antérieur, se méfier des supraocclusions. De toute façon, là je montre 2 diapos en supraocclusion incisive, hein, donc les types 3 et les types 2 qui ne sont pas favorables à la mise en situation esthétique. On a sur la radiographie du bas une fracture horizontale, mais même une temporisation, que ce soit même une temporisation, une mise en situation esthétique, c'est très difficile, même avec une autre temporisation. Bridge collé, appareil mobile, c'est presque infaisable. C'est tout le temps très compliqué. C'est tout compliqué. Alors si c'est compliqué avec des solutions provisoires, imaginez comme ça va être compliqué sur une solution définitive qu'on doit avoir. Bon, le système conique, aujourd'hui, on a de plus en plus de systèmes coniques, c'est la stabilité de notre prothèse, c'est-à-dire que pendant la période de cicatrisation osseuse, on va diminuer les micro-mouvements de nos piliers implantaires, et stabilité, étanchéité, selon Abramson et Berglund, ça va nous permettre de perdre moins d'os marginal. Donc là aussi, c'est un design d'implant qu'il faut avoir à l'heure actuelle. Alors là, c'est important de dire, est-ce qu'on fait une prothèse scellée ou une prothèse vissée lors de la mise en situation esthétique? Ou clipsée. Ou clipsée, tout à fait. Alors, nous, on a fait beaucoup de prothèses scellées. Pourquoi on a fait de la prothèse scellée? Rapidement, je vais vous expliquer, parce qu'il faut quand même mettre les choses au point. On avait à l'époque, dans les années 2004, puisque ça, c'est des cas de 2004, on avait à la disposition, dans le système commercial qu'on utilisait, un pilier unitaire, qui s'appelle le pilier unitaire ST. Antoine, en gros, sachez que c'est une sorte de Serawan. C'est-à-dire qu'on a un pilier, ce sera le pilier définitif de notre prothèse, qui se bloque dans l'hexagone interne de notre implant, et dans le système conique, et on avait un octogone externe. Et on pouvait venir clipser par une chape titane en provisoire. Bon, c'était très bien fait, c'était hyper rigoureux. Je reconnais que c'était hyper rigoureux, et ça nous permet, il fallait qu'on mette l'implant dans le couloir prothétique. Il le pleure encore. Je le pleure encore, c'est pour ça que je vais faire un petit peu mon... Je vais régler mes comptes peut-être? Non, je ne vais pas régler mes comptes. Mais donc aujourd'hui, bien entendu, ce pilier n'existe plus. J'en ai quelques-uns encore à disposition, puisque tout à l'heure on va avoir une vidéo avec la mise en place d'un pilier unitaire ST, mais on va plutôt privilégier la prothèse vissée à l'heure actuelle, avec des piliers provisoires et temporaires. Alors c'est vrai que c'est intéressant. On pourrait, il y a 2 éléments du débat sur le pilier provisoire. Il y a le fait, bon moi j'aime pas sceller par exemple. Je sais, pour voilà, ça je et parce que j'ai eu des problèmes. C'est comme toi peut-être qui n'aime pas les gaps trop grands ou les pertes osseuses de table osseuse trop importantes parce que tu as eu de temps en temps des soucis. Certainement. C'est vrai que ça joue beaucoup ça. Hein. Oui. Il suffit des fois d'une mauvaise série pour qu'après on arrête les choses. Ce qui est intéressant quand même aujourd'hui, c'est de dire l'étude d'Abramson ou d'autres, si on peut mettre le pilier définitif tout de suite, c'est là où je te rejoins quand même, c'est mieux parce qu'on ne va plus changer, toucher la connectique, tout le joint. D'où, en tous les cas, peut-être un intérêt dans quelques années vers la prothèse numérique et l'implantologie numérique. On avait montré un cas où on peut, en amont sur une planification implantaire, très joli cas, faire fabriquer un pilier Atlantis qui sera le pilier définitif. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, certaines marques d'implants vont vous permettre d'avoir à la fois le pilier, mais aussi le fichier STL de ce pilier pour que votre prothésiste soit capable d'usiner la chape provisoire et d'usiner déjà la chape définitive. Ce qui vous permet, si la gencive n'a pas bougé, ça reste quand même un problème important, vous pouvez donc déjà avoir la chape usinée en céramique qui est faite, la repositionner et refaire une empreinte de repositionnement. Complètement. Parce que c'est ça aussi le problème du pilier définitif, c'est comment je reprends l'empreinte de ce pilier définitif. Dans le cas du pilier ST, tu avais un transfert parce que c'était un pilier qui n'était pas adaptable, il était très court comme le Serawan. Non modifiable, comme le Serawan. Voilà. C'était un super pilier, il faut dire quand même.
C'est un super pilier. Voilà. Et dans le cadre d'autres systèmes, voilà. Mais il y aurait beaucoup de... On pourrait presque faire une émission sur quelle prothèse en mise en esthétique immédiate. Après, il y a le problème du scellement avec le débordement de scellement, ça c'est important. Mais c'est vrai que le cas que tu m'avais montré, Antoine, avec la réalisation de la couronne, avec le pilier Atlantis déjà réalisé, c'est fabuleux, quoi. C'est en tous les cas prometteur, mais il y a plein d'autres systèmes, parce qu'après, il y a vraiment plein d'autres systèmes. Une question, Thierry, pour pas trop te ralentir, mais quand même, tu parlais tout à l'heure de pulsion linguale. Oui. Comment est-ce qu'on l'évalue, comment est-ce qu'on la teste aujourd'hui, toi? C'est pas évident, mais déjà, tu fais déglutir un patient pour voir où est-ce qu'il positionne sa langue, déjà. En écartant les lèvres. Exactement, on voit tout de suite. Vous avez des patients qui ont une pulsion linguale, ils vont projeter la langue vers l'avant, c'est systématique. Et puis souvent quand même les classes 2, division 1 sont plutôt associées avec des... Alors on croit, exactement, on croit qu'on va mettre nos implants en occlusion parce qu'il n'y a pas de contact, par exemple, mais il y a la pulsion linguale qui est là. Et ça peut être une indication aussi, je ne sais pas si tu es d'accord, à faire par le prothésiste, mettre 2 petites ailettes sur son provisoire, si on fait faire le provisoire par le prothésiste, qui vont juste s'appuyer sur les dents d'à côté, je ne sais pas si tu le fais de temps en temps, et qui vont, en cas de pulsion linguale, permettre de transférer les forces aux dents d'à côté. Ça peut être intéressant. Intéressant, voilà. Tout à fait, je n'y ai pas pensé. Je vais faire devenir ce soir en train. C'est bien. Non, c'est vrai, c'est très intéressant parce que tu vas avoir obligatoirement la langue qui va s'appuyer sur les ailettes. Alors, on revient un petit peu, donc, prothèse vissée, bon, voilà, le principe, le voilà. Ici, vous avez une temporisation avec un pilier non modifiable, le pilier définitif, en titane, c'est l'unité restée. Regardez le débordement de ciment qu'on peut avoir, qui n'est pas contrôlable, et qui est très difficilement, on va avoir beaucoup de difficultés d'éliminer ce ciment de scellement, surtout qu'on est dans la chirurgie, on est dans la première semaine, c'est souvent douloureux, c'est pas évident. Ça peut créer des pertes osseuses marginales, ce ciment de scellement. Et des douleurs au patient, alors qu'il n'a pas de douleur. Mais cette douleur n'apparaît pas tout de suite, en plus, ça va passer une apparence, c'est au bout de la 3e semaine. Alors, rapidement, le positionnement de l'implant, bon, je vais être assez rapide à ce niveau-là. Si vous faites de la prothèse, parce que vous posez les implants pour une mise en situation esthétique, vous devez positionner votre implant selon le couloir prothétique. 2 types d'alvéoles vont se présenter à vous. L'alvéole plein massif, vous utilisez bien entendu le site d'extraction et vous allez avoir l'implant qui va tomber dans le cingulum de la dent, systématiquement. Par contre, lorsque vous avez des alvéoles en nid d'hirondelle, vous avez 2 types de positionnement. Et si vous faites le positionnement 1, vous ne pourrez pas faire de la mise en situation esthétique puisque votre puits de vis va tomber dans la phase vestibulaire. Ou alors, il va falloir faire un artifice et on va tricher. Donc, il faut absolument positionner notre implant selon le couloir prothétique, et là on a des risques de non-ostéointégration et des risques de perforation de la corticale vestibulaire. Et on va voir sur cette radio, par exemple, on a les 2 types d'alvéoles sur un même patient en remplacement d'une prémolaire en mise en situation esthétique et d'une incisive en mise en situation esthétique, à des dates différentes. Vous avez, sur la droite, vous avez une alvéole plein massif, couloir prothétique, et de l'autre côté, mais on est obligé de positionner notre implant presque avec regarde, on a presque une perforation de la corticale vestibulaire. Ouais. Et là, on a un gros risque, par contre, d'échec d'implant. Mais on est dans le couloir prothétique pour faire notre mise en situation esthétique. Donc, pensez à la prothèse lorsqu'on pose notre implant. Là aussi, on en parlait, de ce câble vestibulaire, on positionne nos implants palatins, puisqu'on sait que le bord de notre implant doit être situé en arrière du bord libre des dents collatérales. Ça nous permet quand même d'aménager ce câble vestibulaire, ça nous permet d'aménager cette corticale vestibulaire. En fin de compte, on ne la touche pas, on essaie de ne pas trop la toucher, cette corticale vestibulaire, pour pas qu'elle se résorbe. Et on a une distance entre le bord de l'épaulement et la face externe de la corticale vestibulaire d'environ 2 mm, c'est ce qu'il nous faut. Voilà, donc ça c'est dans le positionnement de l'implant. Puisque vous faites de la prothèse vissée, vous devez penser au moment de la mise en place de l'implant, la position idéale de votre implant, tridimensionnelle. Ensuite, bon, on a vu, on positionne notre provisoire. Alors moi, je positionne mon provisoire, on fait la chirurgie le matin, et vers 14 h, on positionne notre provisoire. On le fait pas on le fait faire pour la prothésiste, on le positionne à tête reposée à 14 h. Donc, totale inocclusion, à la fois en occlusion centrée, et pas de contact dans les mouvements de propulsion. Voilà, on vérifie l'occlusion, on donne les conseils aux patients pour éviter toute pression. Normalement, il n'y a pas à lui donner les conseils parce qu'ils ont été donnés auparavant pendant la communication. Et la surveillance va se faire à 15 jours, à 30 jours, à 60 jours. Pourquoi à 15 jours, à 30 jours, à 60 jours? Antoine nous dit tout à l'heure que lorsqu'on perd un implant, c'est entre la 3e et la 6e semaine, c'est là qu'il faut surveiller nos patients. 2 questions Thierry. Fais-tu une greffe de conjonctif? Non, pas dans la temporisation immédiate. D'accord. Voilà. Parce que je maintiens mes tissus mous, a priori, ça marche. Et ça marche, et on voit tes cas qui sont d'ailleurs très sympas. Et deuxième question, comment choisis-tu la hauteur de ton pilier définitif?
Alors je pense qu'au-delà de la hauteur du pilier, c'est plus la partie transgingivale. Alors, c'est vrai que vous allez faire de la prothèse vissée transitoire, donc il n'y a plus de choix de ce pilier-là à l'heure actuelle. Mais donc, si tu devais si utiliser je devais un pilier définitif, je mesure la hauteur gingivale et j'enlève à peu près 3 mm. Je rabats mon lambeau, j'ai des jauges particulières. On va le voir à un moment donné sur une vidéo. Vous allez voir comment on choisit la hauteur du pilier. On va le voir là. D'accord. Une petite vidéo, on va le voir. Ok, bon, on va voir ça juste après. Alors. Hein, sur les derniers piliers unistères, les derniers l'Australopithèque. Et Thierry K qui nous demande, et si par hasard une mobilité apparaît à 30 jours? Ah, il faut déposer l'implant. Voilà. Eh oui, on va ça voir un ne cas se aussi. réintègre pas un implant, hein, c'est dommage. On va voir un cas. On va voir un cas un peu particulier. Alors, pour faire le distinguo, on fait là bien la distinction entre, par exemple, un implant, le patient perd une bague de cicatrisation à 30 jours, on lui remet la bague, on revisse un peu fort, l'implant tourne, il a un peu mal. Là, on a cassé un peu de fibre d'ostéo-intégration qui se faisait. Oui. Et dans de très rares cas, on peut arriver à ce que l'ostéo-intégration prenne. Très rare cas. De très rares cas. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il y a une mobilisation, c'est-à-dire qu'il y a les cellules souches, on fait de la fibrose, on fait du conjonctif fibreux. C'est terminé. Fibro intégré, c'est terminé. Il faut déposer le plus rapidement voilà, possible. On peut mettre une contention, tout ce que vous voulez. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ouais. À savoir juste, si vous ne pouvez vraiment pas déposer parce que le patient part en vacances, ce qui est dramatique, faites au moins une contention quand même, parce que ça limitera la perte osseuse. Parce qu'un implant qui bouge vraiment, fibrosé, ça fait des destructions osseuses énormes. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on le surveillance à 15 jours, à 30 jours, à 60 jours. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, Antoine, ce que tu dis, c'est que lorsqu'on fait une mise en situation esthétique, le patient doit être disponible pendant 60 jours. Voilà. On a compris le message. S'il part en vacances, on reporte la mise en situation esthétique. C'est comme quand tu fais des greffes de sinus, des comblements sinusiens, tu as des surveillances post-opératoires. Hein. Je continue ? Vas-y, je t'en prie, tiens. Alors, le provisoire, on va prendre l'empreinte après 8 à 12 semaines après, en fonction des conditions tissulaires. Hein. Comme dit Chiche, on peut très bien repousser un petit peu notre prise d'empreinte et on va réaliser la prothèse d'usage. Ok, bon, on va regarder un premier cas clinique. Alors, c'est des cas cliniques qui ont à peu près, ils sont à 10 ans. Hein. Alors, il y en a un à 10 ans, l'autre à 8 ans, un autre à 8 ans et un dernier à 4 ans. Je ne procédais que 4, et puis après, on passera sur des vidéos. Alors voilà, une patiente, rhizalyse radiculaire de la 21. Alors là, c'est les conditions idéales de la mise en situation esthétique. Pas de pathologie, certainement une stabilité primaire importante parce qu'on va avoir de l'os apical pour pouvoir, peut-être pas obligatoirement, excusez-moi, sous-fourrer. Donc on va faire l'extraction. La vulsion doit être atraumatique, avec un davier en rotation, en pression, pour éviter tout risque de fracture et ne pas s'appuyer sur les corticales, les parois alvéolaires. Donc ça, c'est des dents faciles à extraire. Donc on a une extraction facile à réaliser. Donc c'est vraiment des cas idéaux. La mise en place de notre implant, son positionnement tridimensionnel. Là, on a le positionnement apico-coronaire par rapport au collet anatomique des dents adjacentes. La mise en place de notre fameux pilier et la réalisation du provisoire en inocclusion à 4 heures. On est à 4 heures à peu près. Là, on est en octobre 2004, donc maintien du volume gingival, sans greffe de conjonctif, hein, Antoine, tu vois. La présence des papilles, un alignement des collets. Et là, on a une succession. Octobre 2011, on est à 7 ans. Mai 2012 à 8 ans. Mai 2013 à 9 ans. Et on est à 10 ans. Ben, on peut être satisfait de notre restauration prothétique, hein, à la fois du point de vue esthétique pour cette patiente et au point de vue osseux. On n'a pas de perte osseuse marginale, pas de lise. Bon, on a une parfaite ostéo-intégration de notre implant et a priori, ça fonctionne bien. On est à 10 ans, on verra 15 ans par la suite. Ça, c'est le premier cas. Il est magnifique ce cas, Thierry. Oui, l'os est magnifique. Une petite question, je te la pose à chaque fois que tu me montres, je t'emmerde, tu sais déjà ce que je vais poser. Je suis un peu embêtant et tatillon, mais c'est un vrai problème et je voudrais qu'on en parle 2 secondes. C'est sur la dernière diapo, tout en bas à gauche, on a l'impression, je voudrais savoir si c'est une vue de l'esprit ou pas, tu as tout à fait raison. que le bord libre de la 21, et par rapport au diapo du dessus, à 7 ans notamment, tu vas voir un cas encore pire tout à l'heure. on a l'impression que la dent, en fait, prothétique implantaire est remontée. Alors je te réponds à la question après le deuxième cas. Allez, ça marche. On y va. Tu as tout à fait raison, Antoine. Tu vas voir les dents remontent ou les dents d'à côté descendent, je ne sais pas exactement. Je pense que c'est plutôt la deuxième solution, effectivement. Mais on sait que... On répond à la question. C'était une patiente qui avait quel âge, ça? Juste 40 ans. 40 ans, en plus. On et peut c'est pas là dire... avoir 40 ans. Ouais. Et on va parler de ça parce que c'est très intéressant. Ce que dit Antoine, parce qu'on s'est aperçu que tous nos cas, à l'heure actuelle, ont des dents plus courtes à la 10e année.
Et on va peut-être répondre hein, à ça. Tous, tu penses? Quand on pose avant 40 ans, je pense qu'on aura ces soucis-là. Après, si on pose à 60 ans, je pense que la croissance, elle est totale. Là. Alors, est-ce que c'est Thierry dit c'est un phénomène connu, c'est vrai que je crois qu'il y a quelques articles, moi je ne me suis pas penché dessus, de dégression naturelle plus que de croissance. Ce serait peut-être un manque de calage des dents d'à côté. En attendant, oui, c'est possible, et peut-être les deux. Hein, tu l'as moins sur des patients âgés. Je l'ai moins sur les patients âgés. On aura plus sur les patients dans la tranche d'âge en dessous de 50 ans. D'accord, voilà. C'est intéressant. Voilà, on va voir ce cas. Alors là, ce cas, il est encore plus flagrant, hein, parce que c'est... Alors c'est vrai que le patient ne s'en plaint pas, donc bientôt ou tard... Bon, après, on peut changer que la couronne, hein, c'est pas dramatique non plus. On est d'accord. Hein. Tout à fait. Alors voilà ici une fracture longitudinale du 11, l'avulsion. Donc vous voyez, avec une fraise d'écrier, on a coupé, à l'époque, on n'avait pas de pisochirurgie, on coupe la dent, on la scène en deux pour pouvoir mieux l'extraire. Ensuite, la mise en place de l'implant du point de vue tridimensionnel, la mise en place du pilier unitaire resté et le provisoire en inocclusion. Alors déjà, elle est déjà un petit peu plus courte, la dent, là, en mars 2006, parce qu'on a un problème de propulsion, on protège la dent. Hein, on va protéger cette dent au moment de la propulsion. Mais encore, c'est encore plus notoire quand on voit l'évolution. Ici, on est en janvier 2012 à 6 ans. Ensuite, tu as février 2014 à 8 ans. Et là, on s'aperçoit quand même que la dent est beaucoup plus courte. Un petit peu, bon, enfin, en tout le cas, encore une fois, hein, le cas est très joli avant tout, et prothétiquement, il est vraiment réussi. Bon, en tous les cas, on le sait, moi j'ai eu des cas même à 2-3 ans, chez des patients encore plus jeunes, et c'est vrai que c'est un peu gênant. Alors c'est vrai, alors est-ce que c'est la croissance, est-ce que c'est l'égression de la dent naturelle? Bon, peu importe, c'est peut-être les deux concomitants. De toute façon, il faut dire à nos patients, quand on fait ces temporisations avant 40 ans, leur dire que c'est possible qu'on changera notre couronne au bout de 10 ans. Mais si vous dites à votre patient que vous changez que la couronne au bout de 10 ans, ça veut dire que vous lui dites que votre implant aura 10 ans. Il sera très content déjà. Hein? Ouais. Hein? Donc ça, c'est important. Un autre cas de temporisation après les extractions de prémolaires. Bon, je passe le détail de ce cas clinique qui était difficile puisqu'on avait extrait les dents pour des raisons orthodontiques. Et puis on me la réadresse pour remettre des implants parce qu'il ne fallait pas extraire les dents des prémolaires. On a mis des implants provisoires, donc on a mis des implants provisoires, extraction des implants provisoires, mise en place et mise en situation esthétique. Bon, peu importe le déroulé de la clinique, bon voilà, on est à 8 ans avec des résultats esthétiques satisfaisants sur des piliers zircones. Pour une fois, ceux-là, ils n'ont pas cassé. Ah bon, les piliers zircones cassent? J'en rajoute un peu là. Non, c'est vrai que les piliers zircones sont un petit peu fragiles. Bah oui, je pense qu'il faut tout simplement pas les utiliser dans Merci une Antoine. connectique Je ne voulais pas le dire. Non, non, mais je on peut le dire, mais je pense tout simplement qu'il faut plus utiliser le pilier zircone. Encore plus en prémolaire. Mais ceux-là ont tenu le coup. Hein. J'ai un petit peu de chance quand même de temps en temps. Un autre cas, ben là on est à 4 ans, tu vois Antoine, et puis bon, on n'a pas d'égression particulière. Pareil, bon, c'est bon, des cas sympathiques. Hein, voilà. Donc je vous ai présenté quelques cas cliniques. Bon, il y a des limites quand même à cette temporisation immédiate. On l'a vu tout à l'heure. Bon, présence d'une fenestration et une déhiscence osseuse, les avis sont partagés. Antoine les partage avec moi. D'ailleurs, il fait moi, quand il y a une déhiscence osseuse, ça dépend de la quantité de déhiscence osseuse que l'on a aussi. Antoine, il faut juger les choses. L'infection du site osseux, là aussi c'est partagé. Il y a infection et pas mal, et des sites très infectés. Je pense que là, il ne faut pas poser nos implants. L'extraction difficile, ça, faites attention aux extractions difficiles. Antoine a dit tout à l'heure, la pisochirurgie, ça chauffe. Et parfois, on pose notre implant. On ne perd pas notre implant en deuxième intention à cause de la pose de l'implant, mais surtout parce que l'extraction a été difficile. Pourcentage de contact os-implant faible et fixation primaire implantaire insuffisante. Et le hiatus, n'oubliez pas ce hiatus. S'il est supérieur à 1,5 mm, plutôt utiliser une technique conventionnelle. Tu peux me poser une question, Antoine? Non, je suis le chat, mais pas de questions. D'accord. Alors, quelle est l'attitude thérapeutique? Alors, pour l'attitude thérapeutique, pour la mise en situation esthétique consécutivement à une extraction et implantation immédiate, eh bien, on va prendre une classification, qui est la classification d'Eliane. Hein, classification qu'il fait d'ailleurs, et lui, il fait beaucoup de flapless, entre parenthèses, ce praticien, dans ces techniques d'extraction et implantation immédiate, avec ou mise en situation esthétique. Alors, en fonction du type que l'on va avoir d'alvéole, on va adapter et adopter une technique chirurgicale précise. Mais là aussi, il peut y avoir des bémols à ce niveau-là. Le type 1, pas d'altération de la table osseuse vestibulaire. On peut considérer qu'on va avoir un résultat... Parce qu'il faut quand même considérer une chose, quelle que soit la technique chirurgicale qu'on va avoir, c'est le résultat esthétique final qui doit être présent. Hein, et même si on fait une technique d'extraction implantation immédiate, c'est le résultat esthétique final qui est primordial. Bon, le type 1, donc on sait qu'on a une conservation du volume et qu'on va avoir certainement un résultat esthétique prévisible. Le type 2, eh bien là on a une altération de la hauteur de la table osseuse avec maintien de la hauteur des tissus mous. Donc on a des tissus mous, mais on n'a pas de table osseuse.
C'est assez fréquent, en particulier au maxillaire supérieur avec la présence de déhiscence. Là, on verra quelle situation on peut avoir. Le type 3, alors là, c'est le type le plus délicat à gérer, puisqu'on a la perte des tissus mous, la perte des tissus osseux, et là, on a un effondrement certainement de l'alvéole. Alors, pour le type 1 et le type 2, eh bien, oui, on peut faire des techniques d'extraction et implantation immédiate avec ou mise en situation esthétique à partir du moment où le cahier des charges est rempli. On peut faire des traitements de comblement et de membranes résorbables associés, et on peut faire, et ça fera très plaisir à Antoine, des greffes de conjonctifs associés. Hein. Il a tout à fait raison de réaliser des greffes de conjonctifs dans certains cas. Le type 3, eh bien là, on va contre-indiquer tout simplement la technique d'extraction-implantation immédiate. Donc, on contre-indique déjà la mise en situation esthétique. Hein. On ne peut pas réaliser une mise en situation esthétique avec des grosses pertes osseuses et gingivales. Je pense qu'il faut restaurer le tissu osseux. Sur ce type 3, l'idée, ça va être de combler, en tous les cas, de laisser la gencive se reconstruire en refaisant elle-même toute seule la gencive attachée. Tout à fait. On va regarder un cas là. Voilà. Déjà, j'insiste sur une chose, et c'est vrai quand on fait de la formation, de regarder, on ne regarde jamais assez ces radios, on ne regarde jamais assez notre patient, hein, on ne fait pas assez d'examens cliniques, d'examens radiologiques. Une rétroalvéolaire, un cone beam, c'est-à-dire de l'imagerie médicale, une panoramique, bon, mais surtout la rétroalvéolaire. Évaluation de la topographie osseuse des lésions et des lésions osseuses, le volume de la perte de la substance, le niveau des septa et la présence ou l'absence des corticales. Et on va regarder ce cas lorsqu'on va faire l'intervention, on fait un état des lieux, et là on va adapter la technique chirurgicale la mieux adaptée. Et vous verrez que ce cas, ce n'est même pas une technique d'extraction-implantation immédiate, il y a d'autres problèmes, et voilà ce qui va se passer. Eh on va faire l'extraction, on va faire une ROG, on va mettre des membranes, on va reconstruire le tissu osseux, et on va poser notre implant en deuxième intention, et on a des résultats esthétiques qui sont totalement prévisibles. D'ailleurs, je veux remercier au passage, sur ce cas clinique, mes deux associés qui ont contribué à l'élaboration de ce cas clinique, à la fois Sylvain et à la fois Yann, du point de vue esthétique. Hein. Voilà, donc on a des résultats qui sont quand même tout à fait bons, même si on ne fait pas une mise en situation esthétique. Alors, à retenir, et puis après on passera sur 3 vidéos. La multiplicité des paramètres permettant de faire le bon choix du traitement constitue sa spécificité et sa difficulté. Donc on sait qu'on a plusieurs solutions thérapeutiques. Le protocole adopté découle d'une analyse, et ça, il faut insister, analyse préopératoire rigoureuse, qui peut être modifiée à tout moment lors de la phase chirurgicale du traitement. C'est-à-dire que, juste une chose, que je voulais mettre en truc parenthèse, le patron à bord, c'est vous. Donc si vous faites une extraction, vous avez prévu de faire une extraction et une mise en situation esthétique, vous devez dire au patient qu'à n'importe quel moment, vous pouvez arrêter cette intervention parce que le cahier des charges n'est pas rempli. Hein. On ne va pas faire une mise en situation esthétique pour avoir un échec parce qu'on devait faire cette mise en situation esthétique pour faire plaisir aux patients. L'extraction, implantation et temporisation immédiate d'une dent unitaire dans le secteur antérieur est une technique de choix lorsque l'indication est bien posée. Le respect de tous les critères de décision et l'approche du cas doit être méthodique et adaptée. Résultat reproductible, nombre d'interventions limitées. Cette technique permet, et ça c'est très important, je pense que c'est une technique qui est assez intéressante pour ça, conservation de l'architecture des tissus mous et principalement conservation de l'architecture des tissus mous. Hein. Bon, un sourire immédiat après l'intervention. Non, mais c'est important, parce important. que je voudrais juste aussi revenir sur un point essentiel pour moi, c'est le coût de la technique. Quand on voit aujourd'hui, il y a 2 coûts, il y a le coût de la fourniture et il y a le coût du temps cabinet. En termes de coût de temps cabinet, le fait de temporiser avec une prothèse adjointe partielle, c'est un coût de temps cabinet qui est colossal, surtout si l'édentement est relativement important. Vous avez globalement une 11 ou 3 dents qui vous manquent dans le secteur antérieur. Je pense que tu en fais peut-être aussi sur plusieurs dents, je ne sais pas si tu fais sur 2 ou 3 dents, mais bien sûr. Bon, de rebaser une PPA à 1 jour ou 2 jours, on revoit une semaine, le patient a mal, on le revoit. C'est quand même beaucoup plus facile de poser une prothèse adjointe. Donc il y a le côté, effectivement, satisfaction du patient, mais aussi le côté, on va, 1, passer moins de temps, et 2, on va sculpter nos tissus mous pour une plus belle prothèse définitive. Tout à fait. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment deux avantages énormes. C'est terrible de manager les temporisations, surtout avec des PPA. Et les bridges collés, encore, c'est difficile aussi parce qu'il faut coller, redécoller. Donc c'est vrai que de mettre en place une prothèse transitoire juste après l'extraction de la dent et la mise en place de l'implant, c'est vraiment un gain de temps terrible. Hein, je suis tout à fait d'accord avec toi, Antoine.
Alors, on y va pour les vidéos. alors, on va faire une petite vidéo qui dure à peu près 2 minutes. On va présenter les patients. Alors voilà, c'est une patiente âgée de 60 ans qui est motivée parce qu'elle a déjà subi des traitements implantaires. Elle a un bon état de santé général. Elle a une perforation vestibulaire d'un tenon radiculaire. Donc on sait déjà qu'on va avoir une petite pathologie au tiers moyen, certainement une absence de la corticale vestibulaire, mais qui ne va pas nous empêcher de faire une temporisation immédiate parce qu'elle est très localisée. On y va? On y va. Faut que tu passes la diapo suivante, vas-y. Allez, je passe la diapo Super, ça suivante. arrive. Bon, l'anesthésie, hein, bon, ça c'est pas, on va rapidement aller sur l'anesthésie. L'avulsion de la dent, hein, au davier. Donc on a une dent facile à extraire. Donc ça c'est un premier point, les incisions. On va réaliser le décollement de l'ensemble du tissu. Pas trop haut, hein, c'est pas besoin de le dégager énormément. Surtout si on doit faire une technique on ne doit pas faire une technique de mise en situation esthétique, il faudra tracter le lambeau, hein, pour recouvrir. La première fraise, c'est la fraise initiale, celle qui est très importante parce qu'elle va nous guider le couloir prothétique. Donc là, c'est très important parce qu'il faut que notre puits de vis sorte dans le cingulum. Donc là, vraiment, il y a des repères à faire. Utilisation du prolongateur de forêt, Oui, souvent. très souvent. Et là, bon, là, c'est un implant. Bon, là, on a mis un Nobel Replace. Hein, et la mise en place du Nobel Replace qui est parfaitement stable. Un petit gap qu'on n'a même pas comblé. La prise d'empreinte, la mise en place du transfert d'empreinte. Bon, là, on va corriger le petit défaut de la perforation. C'est vraiment un petit défaut. Hein, il n'y a pas de membrane, il n'y a rien. On va corriger. On a une très bonne stabilité de l'implant. Les sutures et puis la prise d'empreinte. Voilà, les sutures sont réalisées. La prise d'empreinte va être réalisée en technique pick-up. On remet en place une vis de cicatrisation. Là, c'est un petit peu trouble, elles hésitent un peu parce que ça, c'est mes assistantes qui sont en train de positionner ça à la caméra. Elles devaient trembler, les pauvres. Je leur fais un petit coucou. Je leur salue parce que c'est des super assistantes que j'ai. Je crois que le film est bloqué après, hein, Ouais. Thierry. Et après, il y a les photos. Alors, les deux photos, ben là, on voit la réalisation de la prothèse provisoire. On est dans le cingulum, hein, donc on a mis notre implant dans le couloir prothétique et la mise en place du provisoire. Après. Alors, on a l'impression que l'implant est près de la canine. Hein. Vous avez pu voir sur la... C'est une question de radiographie, parce que si vous regardez bien la vidéo, on est vraiment à distance de la canine. Hein. OK. Deuxième cas clinique, on y va. Alors là, c'est un cas que je vais un petit peu... Puisque ça s'est fait aujourd'hui à 14h. Donc, je vous ai fait le film, j'ai fait les photos, j'ai tout fait. Donc, c'est un patient qui est âgé de 63 ans. Il fume encore, ce cas. Il est chaud, non? Il est chaud, il est chaud. On va l'appeler pour savoir s'il a pas mal. Ça a été fait à 14h. Donc, vous n'avez pas le provisoire en place parce que il fallait que je vienne voir Antoine. Donc, c'est un de mes associés qui a dû le mettre en place ce soir à 19h. Mais on va voir. Ce qui est intéressant, c'est que de voir déjà, ce cas a été traité il y a 9 ans auparavant sur une mise en situation esthétique pour le traitement de la 21. D'accord. Et là, il a une fracture horizontale de la 11. Mais ce que je voudrais montrer, c'est le cas clinique avant de montrer la vidéo. Ça, c'est donc il y a 9 ans. D'accord. Extraction de la dent, c'est une fracture horizontale. On a de l'os même qui revient dans la fracture. Hein. Regarde Antoine sur la diapositive de droite. Ouais. Donc, élimination de la dent, mise en place de l'implant. Avec le pilier unitaire resté, la mise en place du provisoire en inocclusion. Passer un petit peu bruxomane. Hein. Hein, bon. Tout a l'air de bien se passer. Bonne stabilité primaire, un gap moyen, une inocclusion au niveau de notre prothèse provisoire. Tout est bien. Sauf que à la 6e semaine, même je crois que c'est à la 5e semaine, le patient nous téléphone, il nous parle d'une mobilité, d'une douleur. Fibrointégration de l'implant. Donc là, comme a dit Antoine tout de suite, et ben on le dépose, tout simplement. On va attendre une cicatrisation. Donc là, il va falloir faire une temporisation différente au patient. On va attendre à peu près, je crois qu'on a attendu à peu près... C'est marrant parce que je vois tout à fait ce que tu as dû ressentir. Voilà, à ce donc, alors à ce moment-là, bon, on va déposer l'implant, c'est une fibrose, hein, on va pas essayer d'aller plus loin. Et on fait le challenge, c'est-à-dire qu'on repose l'implant au 3e mois et on refait une mise en situation esthétique qui, elle, va totalement marcher. Ah, tu as refait une. Résultat, Monsieur est joueur. Voilà. Et là, vous avez le résultat à 6 ans. Et là, on est à la 9e année, par contre. C'est bon. Alors maintenant, on s'aperçoit qu'il y a une fracture Sur la 11. sur la 11. Et donc, on va voir le petit film là maintenant, avec passes... des placements. Voilà. Là. Allez, on passe à diapo, on regarde. Donc l'extraction, hein. Bon, elle est assez rapide pour la partie. Bon, dans le film, ils sont venus rapidement me le faire, on va éliminer la partie radiculaire du tiers moyen. On élève le lambeau. Il faut que je corrige ma caméra en ce moment. J'ai ma caméra Elle est un petit peu surexposée. Je suis en surexpo.
Alors, à quelle vitesse tu tournes, Thierry, là? 1500 tours minute. 1500. 1500. Tout est foré. Tous les forages, oui, tous les forages. Alors là, on va faire par contre, je crois, une préparation normale. Non, on va s'arrêter au niveau du fourré de 3,7 intermédiaire, c'est-à-dire on s'arrête au niveau du fourré de 3,2 pour augmenter la stabilité primaire de l'implant. Comment tu expliques ta fibrose sur le cadavre? Sur Tu le me répondras cadavre. après. Ouais, d'accord. Il y a une question sur le chat, c'est pour ça. D'accord. Moi, je l'explique. Si j'arrive à l'expliquer, je ne la referai pas. Non, mais c'est vrai. Rigolo. Bon, là c'est important le passage de cet instrument. Il faut bien s'appuyer sur la corticale palatine pour pas qu'il s'enfuit. Et sinon, il va basculer. Il va basculer vers l'avant et après, il nous bascule l'implant aussi. La mise en place de l'implant, donc on est dans le couloir prothétique, on est dans le cingulum, donc ça c'est important. En fin de compte, on a regardé que les dents adjacentes lorsqu'on pose un implant. On voit qu'il est bien stable. Voilà, donc oui, tout à fait. On va le visser à la clé dynamométrique. On va le stabiliser. On va le positionner de manière tridimensionnelle, comme on a dit tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, la fameuse chose qui a permis de déterminer ce pilier, c'est vrai que c'était fabuleux. Donc là, on est une hauteur 4. J'enlève 3. D'accord. Et je mets un pilier de hauteur 1. Ah, d'accord. Et il est mis en place avec un serrage à 40 newtons. 35 exactement. La mise en place du transfert d'empreinte. Alors, on va prendre, en fait, on ne prend pas l'empreinte de l'implant, on prend l'empreinte du pilier. Hein, Antoine? Oui, j'ai compris. Voilà, on prend l'empreinte du pilier. Effectivement. La prise d'empreinte. Sur un double mélange silicone. Ouais. Bon, on en retire, on met la vis de cicatrice. Et ensuite, le transfert d'empreinte, on va couper, on met un petit capuchon. On a 2 transferts d'empreinte, dont un qu'on coupe pour pouvoir protéger le pilier pendant l'interséance. 2 transferts d'empreinte, t'as des gros stocks. Oui, des gros stocks. Voilà, ok. Allez, on passe à la suivante. Ok. Alors, on va parler donc ça, c'était cet après-midi. Ouais, c'était cet après-midi. Voilà. Sympa, le montage, voilà. bravo. Voilà, donc j'ai appelé Odile en urgence. Alors, pour en revenir à ta question, Antoine, tu me posais quoi comme question? Pourquoi cette fibrose sur le premier implant? Pourquoi cette fibrose? Peut-être qu'il y aura une fibrose sur celui-là, on va voir. Peut-être que. Bruxoman, tu disais peut-être? Non, parce que si on avait la première temporisation qui n'a pas marché, et la deuxième temporisation a marché. Donc, c'est pas la bruxomanie, il est aussi bruxoman sur la première que sur la deuxième. Ça peut être un facteur adjuvant, par contre. Est-ce que la stabilité primaire était peut-être plus aléatoire? C'est possible. Voilà. Je m'en souviens pas. Après, voilà. Alors, est-ce que je suis allé un petit peu au-delà du cahier des charges? Je pense que oui. Voilà, tout simplement. Donc, on va au-delà du cahier des charges, on paye comptant. Et voilà un petit cas très simple, on va finir là-dessus. On a un patient qui est âgé de 67 ans, bon état de santé générale, fracture de la 24. Donc, on va voir la chirurgie. Alors, l'extraction, elle est facile. On a une avulsion de la dent. On va faire les incisions. Là, on pourrait faire, par exemple, je pense, un flapless dans ce cas. Antoine, parce qu'il y a peu de tissu de granulation. Sur la 22 aussi, tout à l'heure, moi, j'aurais bien vu le flapless. Oui, mais ceci dit, tu as une petite fenestration que tu as traitée. Ouais. Donc, tu vois, c'est vrai que... Alors, on peut passer à côté de ça, et puis voilà. Ça se discute. Bon, toujours pareil, le même forage. Et là, on va complètement sous-dimensionner le forage. On va s'arrêter au forage de 3,2 pour mettre un implant de 4 mm de diamètre. Bon, pas besoin de mettre plus d'implant. 3,5, 4, c'est un bon implant pour une prémolaire. On pourrait mettre un implant de 5 mm, mais j'aurais des distances qui ne seraient pas respectées avec les dents d'à côté, peut-être. Et puis, je vais peut-être entamer la corticale vestibulaire. Voilà, donc ça, c'est le dernier forage. Je crois que l'intermédiaire. Je ne sais plus. Bon, peu importe, ça n'a pas d'importance, tout simplement. La mise en place de l'implant qui va se stabiliser. Voilà. Et la clé à cliquer pour finir. Le transfert d'empreinte, donc technique pick-up. Là, on prend l'empreinte de l'implant. On prend l'empreinte de l'implant et on va attendre, en attendant le provisoire, on va mettre une vis de cicatrisation temporaire de la prise d'empreinte. Donc ça, c'est un cas de la semaine dernière. Les 2 autres cas, c'est 2 autres cas de la semaine dernière. Tu m'as demandé de faire des vidéos, donc il fallait que j'en fasse, donc j'ai trouvé des cas. C'est sympa de trouver des cas. À chaque fois qu'il me demande de faire quelque chose, en temps, je trouve des cas. Il m'appelle pour les Alors monsieur, je ne devais pas vous mettre de provisoire, mais finalement, je vais vous faire un provisoire. Quand même. Bon. Voilà. Et puis, on va mettre la vis de cicatrisation et le soir. C'est quand même ce qui est le plus didactique, les vidéos. Oui, c'est vrai, c'est sympa. C'est toi qui m'as donné le goût de la vidéo. Voilà, et la mise en place du transfert. Alors ça a l'air de rien, ce petit analogue là, mais
J'ai encore eu des petits problèmes. Hein. Des fois, ici, le prothésiste le replace mal. C'est vrai que c'est pas bête de le faire toi-même. Hein. Vraiment, ça prend 2 secondes. Complètement. Moi, je mets en place les... Maintenant, c'est mes assistantes qui le font, hein, parce que je leur fais entièrement confiance. Elles le font bien. Elles me le font valider quand même, bien entendu, que ça apporte au laboratoire. Et voilà. Ouais. Et ça, c'est la mise en place du provisoire. Très sympa. Voilà. Je pense que j'ai terminé, Antoine. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Je remercie beaucoup, Antoine, de m'avoir invité. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu, ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Voilà. Et ça m'a fait plaisir de vous avoir aussi. Plaisir partagé. Merci. Je te reprends la zapette. Tiens, Antoine. Thierry, vraiment merci, bravo. Super intéressant comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est 2 choses. Un, on retrouve toujours des guidelines, des choses, la littérature, des choses assez carrées. Donc ça, c'est ta marque de fabrique, donc bravo. Et puis aussi ce recul clinique à 10 ans sur des extractions mises en esthétique immédiate. Quand même pas beaucoup de praticiens qui en ont et ça me fait vraiment plaisir que tu prennes le temps de venir nous les présenter. Avec plaisir. Tu as encore quelques kilomètres à faire là sur le retour. Pas grave, j'ai une bonne voiture. On sait que tu vas les faire assez rapidement. Mais voilà, très très chouette. Merci. Merci je pense Antoine. que ça a merci plu à tout tous. le monde. On termine avec les news GITV et Génération Implant avec, vous savez, déjà pour commencer, ce partenariat qu'on a avec le journal Le Fil Dentaire où, toujours dans cet esprit d'être clinique, d'être concret, de vous proposer des fiches cliniques très très courtes, très très synthétiques. Donc tous les mois, vous retrouvez des formateurs Génération Implant qui vous proposent sur un petit topic, un sujet très précis, un focus et un protocole. Et là, le dernier en date, c'est Eric Normand, l'ami Eric de Bordeaux, qui nous a gratifié de cet article dans Le Fil Dentaire sur la technique de Summers, avec ce titre, la technique du comblement sous-sinusien par voie crestale à 20 ans. Voilà, il réexplique vraiment les... Souvent, on nous pose la question, mais comment vous faites le protocole ? Ben, vous avez la réponse. Tout est bien détaillé, step by step. Et on salue Eric parce qu'on sait qu'il doit être en plein aménagement là, dans sa nouvelle structure à Bordeaux. Il a fait un très joli cabinet. Et on l'embrasse, on le salue. Les prochaines émissions GITV, eh ben, vous allez me retrouver dans 2 mois. Voilà, c'est moi, le lundi 10 novembre. Alors, on verra si on maintient cette date parce que je ne suis pas sûr que la veille du 11 novembre, ça soit très judicieux et que vous aurez peut-être autre chose à faire qu'à me regarder. Et puis moi, peut-être aussi, à vrai dire. Mais on verra. Hein, peut-être qu'on la maintiendra. En tous les cas, on vous tiendra au courant. Et on va parler de comblement de sinus sans matériaux. Avec les études de Lundgren, finalement, est-ce qu'il y a toujours intérêt à mettre autant de biomatériaux dans les comblements de sinus, notamment si on fait de l'implantation simultanée? Et puis, un sujet qui rejoint celui qu'on vient de traiter, celui que tu viens de traiter, gestion de l'extraction en implantologie. Eh bien, ça aussi, ça va être, à mon avis, quelque chose d'intéressant. Les prochaines formations Génération Implant partout en France, Montpellier, Nantes, Lyon, des formations OGDPC. Donc, vous savez que vous allez pouvoir faire votre obligation de formation. Sachez que c'est obligatoire et que dans 5 ans, 4 ans, le Conseil de l'Ordre ramassera les copies. En aucun cas, l'OGDPC ne va être arrêté. C'est quelque chose qui ressemble à l'ensemble, qui rassemble l'ensemble des professions de santé. Il va y avoir quelques aménagements, mais en aucun cas, ça sera arrêté. Donc, faites vos obligations de formation. Et là, c'est sur le CONBIM, avec en plus, si vous souhaitez coter des CONBIM pour, par exemple, des évaluations kystiques ou des 4e canaux, c'est possible en endo, par exemple, pas en implanto, mais en endo, eh bien, vous pouvez le faire à condition d'avoir suivi une formation sur le CONBIM. Eh bien, on vous propose ces formations dans différents endroits. Elles sont déjà quasiment pleines, hein, toutes. 1er octobre 2014 à Montpellier, le 14 novembre à Nantes et le 4 décembre à Lyon. Lyon, c'est la 2e qu'on organise cette année, tellement la première a eu de succès. Vous retrouvez toutes ces formations sur le site Génération Implant et aussi sur le site de l'OGDPC. L'extraction et comblement, ça reprend aussi cette thématique. Comment gérer une alvéole d'extraction? Stéphane Albaré, Jean-Luc Jaffrenou, nos amis nîmois, 16 et 17 octobre, là encore, formation GDPC. 1. Vous réalisez votre obligation de formation. 2. Vous êtes remboursé à hauteur de, je crois, presque 1 000 €. Donc une formation qui coûte 990 €, celle-ci de 2 jours, vous êtes
rembourser entièrement. Bien. Donc c'est vraiment, ce serait dommage de vous en priver, surtout si vous n'avez pas fait la votre chance. obligation La chance, de formation. Donc Thierry, si tu veux t'inscrire, tu peux. Je suis pas Non, mais sûr que tu aies c'est- fait ton c'est- obligation de c'est- formation. Non, mais c'est super d'avoir un remboursement sur des formations à l'heure actuelle. C'est fabuleux. C'est fabuleux, il faut en profiter, c'est bien. Exact, bien. parce que bientôt il n'y aura plus de sous dans les Nous, on n'a caisses. pas eu ces remboursements. Exactement. Voilà, hein. Et puis, allez, une grande nouvelle, c'est parti, on lance ce Ah. projet fou. On nous l'a demandé depuis longtemps, on compte sur vous pour Super. venir nous rejoindre. Les 10 ans de Génération Implant, le 12 juin 2015, le premier congrès Génération Implant, Palais de la Méditerranée à Nice. Là aussi, prise en charge par l'OGDPC pour ceux qui le souhaitent ou alors en inscription libre, comme toutes les formations. On ouvre les inscriptions. 4 thématiques qui vont ressortir avec des petites conférences, une thématique sur la prothèse sur implant, une thématique sur le geste implantaire, une troisième thématique sur les comblements, les greffes osseuses et une quatrième thématique sur l'évolution de notre profession dans les 10 prochaines années. Périimplantite, combien est-ce qu'il y en aura dans 10 ans, quelles vont être les nouveautés en matière de prothèse, tout ce qui risque de nous arriver. Donc voilà, premier congrès Génération Implant, on vous attend nombreux à Nice, 12 juin, il fait beau. Il ne faut pas s'en Très priver. content. Et il y aura une Super. soirée de gala le je soir. serai. On fera la teuf et c'est compris dans l'inscription. Donc voilà. Donc si vous êtes inscrit au congrès, vous êtes obligé de faire la fête avec nous et de venir trinquer avec Thierry. Tu seras là, hein, Thierry. On compte sur toi. Tu seras son président de séance. Voilà. Et ben écoutez, c'était une bonne première émission de rentrée. Ça me fait bien plaisir de vous avoir retrouvé. Très heureux aussi d'avoir rééchangé avec vous sur le chat. C'est reparti pour une année pleine. On se retrouve dans 2 mois. On vous reprécise la date sur cette thématique intéressante. Quels matériaux mettre dans les comblements de sinus et surtout peut-on se passer de biomatériaux. Rendez-vous dans 2 mois. Salut les petits clous. À très bientôt et encore merci Thierry, mon retour. Ciao, ciao. Salut les gars.